organiser et sauver le climat de manière plus démocratique. Nous allons donc parler. Oh, mais nous sommes très, très nombreux puisque nous avons presque 200 participants à cette conférence. Donc, mon nom est Anselm Renn de Plus de démocratie. Et je fais partie du bureau et de la direction. Alors, tout d'abord, bien sûr, nous allons souhaiter un prompt rétablissement à Katharina Zügel, qui normalement aurait dû co-modérer avec moi et animer cette conférence, mais elle est au lit avec beaucoup de fièvre. Alors, si jamais il devait y avoir un problème, ce sera sans doute dû au fait que nous venons de changer pas mal de choses un petit peu à la dernière minute. Nous n'avons pas voulu repousser cette conférence. Alors, avant de démarrer avec notre discussion, j'aimerais tout d'abord remercier le Fonds citoyen franco-allemand qui a rendu l'organisation de cette conférence possible. Et puis, nous allons également remercier notre organisation partenaire qui s'appelle Décider Ensemble, qui est donc notre partenaire et co-association française. En ce qui concerne Mère Démocratie, donc Plus de démocratie, nous sommes une organisation non gouvernementale allemande. Nous avons plus de 10 000 membres et 200 000 personnes qui s'intéressent à nos travaux, donc qui viennent régulièrement visiter notre site web. Nous sommes sans doute la plus grande organisation non gouvernementale dans le monde qui soigne ces conventions citoyennes et participation démocratique, bien sûr. Nous impliquons dans un contexte non seulement allemand, mais aussi européen. Nous avons Nous avons organisé les 2 premières conventions citoyennes au niveau fédéral allemand et nous sommes convaincus que plus de démocratie et les conventions citoyennes se complètent et doivent travailler ensemble. C'est pour cela que aussi nous insistons sur le respect des droits. Mais nous disons aussi que la participation démocratique et la démocratie, d'ailleurs tout court, doit constamment se développer et s'étoffer. Voilà. Alors, nous sommes entre-temps plus de 200 participants et nous allons évidemment parler du climat. Nous savons que nous partons dans le mur si nous ne changeons pas la direction et si nous ne fixons pas simplement les objectifs, mais surtout si nous ne les atteignons pas. Donc, nous les connaissons, ces objectifs, et il va falloir faire vite. Mais ce qui se décide et se dessine actuellement, ça mène à un dilemme démocratique parce qu'on se demande avec quels moyens nous allons pouvoir atteindre ces objectifs. Qu'est-ce qui est légitime d'un point de vue démocratique dans le cadre de la catastrophe climatique? Les protestations, la rébellion des citoyens, et puis pas seulement en Allemagne, tout récemment, mais aussi en France, montrent justement que cette question est devenue essentielle. Alors, on parle beaucoup dans nos discussions, on oublie souvent, pardon, de parler du droit. On oublie aussi que quelquefois, il y a d'autres moyens démocratiques de parvenir à ces objectifs, tels que le proteste et la protestation générale, que, par exemple, les citoyens peuvent co-façonner et co-organiser. Alors donc, il y a la mise en place de ces conventions citoyennes qui sont dédiées au climat, qui se font de manière locale, mais qui se font aussi de manière nationale, etc. Donc, on est là pour en parler avec des experts. Et donc, je vais tout d'abord passer le micro à Sarah, qui est ma collègue. Je te remercie infiniment d'avoir remplacé Katharina à la dernière minute. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Anselm. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux. Donc, je suis Sarah Gros. Je co-dirige un think tank français qui s'appelle Décider Ensemble, qui travaille sur les questions de participation citoyenne et de concertation depuis plus de 15 ans. On réunit des acteurs très divers, à la fois collectivités,
entreprises, ONG, chercheurs, mais aussi professionnels de la participation. Et donc, on propose un certain nombre d'événements et de publications sur toutes ces questions. Je vais animer aujourd'hui ce temps. Contrairement à Katharina, qui devait normalement être là, je ne parle que français, elle avait ce petit plus de parler les deux langues. Mais voilà, on a la traduction aujourd'hui, donc j'espère que tout le monde a pu bien se mettre sur le bon canal pour pouvoir tout comprendre. Et donc aujourd'hui, nous parlons donc des conventions citoyennes pour sauver le climat, point d'interrogation, parce que donc on a vu ces nouveaux dispositifs se développer à la fois en France, à la fois en Allemagne. Donc il nous a semblé intéressant d'avoir un peu ces deux visions de ces conventions citoyennes. Est-ce qu'elles vont permettre de sauver notre planète ou est-ce que en étant un peu provocante, et je sais que nos intervenants aujourd'hui répondront à ce genre de questions, mais est-ce que ces conventions citoyennes peuvent servir à nos décideurs à faire peut-être une forme de greenwashing en donnant la parole aux citoyens, mais est-ce que derrière il y a des résultats? Est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça peut être un outil pertinent contre une forme peut-être contre beaucoup de freins qui existent aujourd'hui dans les sociétés sur les questions climatiques? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne ou est-ce que pour changer la donne, on doit rester dans un vrai rapport de force? On peut penser à ce qui se passe actuellement en Allemagne à Lützerath où il y a un projet d'extension de mines de charbon et avec un certain nombre d'opposants, y compris Greta Thunberg, qui sont sur place pour s'opposer à cette extension. Donc, tout d'abord, je vais demander à nos intervenants de se présenter vraiment très rapidement, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Et je vais commencer par Romane Huber de Mère Démocratie pour vous présenter en un mot. Votre micro a l'air ouvert. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ah, eh bien, je n'ai pas tout suivi. Juste vous présenter en un mot. Okay, gut. Ich habe es so verstanden, dass es jetzt die Frage geht. Alors, j'ai compris qu'il s'agissait de la question de la démocratie, du lien entre la démocratie et la protection du climat. En fait, pardon, notre position… Je vous arrête. En fait, c'est juste pour vous présenter en un mot pour dire qui vous êtes à nos participants. Kann mir das jemand übersetzen, bitte? Roman, einfach vorstellen, wer du bist, von welcher Organisation. Okay. Ich bin Vorstand von Mehr Demokratie. Eh bien, je suis le président de Mehr Démocratie, voilà, depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup. Loïc Blondiot, si vous pouvez vous présenter en un mot. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis professeur de sciences politiques à la Sorbonne et je pense qu'on m'a invité aujourd'hui parce que j'ai participé au comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat française, dont je parlerai. Inès Oman. Bonjour. Moi, je représente le Knowledge Network de Climate Assemblies et j'ai également mené l'organisation et la gestion de la Convention citoyenne sur le climat en Autriche. Voilà, j'en dirai un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous Rabea Kos. Und wir haben ebenfalls… Hallo in die Runde. Bonjour à tous. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous.
Nous sommes à Berlin et nous avons géré, et je suis responsable de la communication de tout le processus qui a mené à la Convention citoyenne du climat. Et je suis à Berlin. Ah ben maintenant, je comprends mieux de quoi il s'agit, alors je vais peut-être compléter, dit Monsieur Huber. Moi, j'ai également créé le lien, on va dire, entre la Convention citoyenne sur le climat en Allemagne et la Chambre des représentants, enfin les députés allemands, donc, et le gouvernement, entre autres aussi. Enfin, nous avons avec nous donc 2 citoyens qui ont participé aux conventions citoyennes françaises et allemandes. Donc, je vais les laisser se présenter. Je vais commencer par Sven Manja. Peut-être la prononciation est mauvaise. Oui, bonjour. Sven Manja. Effectivement, j'ai participé en 2021 à la Convention citoyenne 2021 sur le climat. Merci beaucoup. Et enfin, Jean-Pierre Cabrol. Bonjour, Jean-Pierre Cabrol. J'en profite au passage juste rapidement Jean-Pierre. Pour saluer Loïc Blondiot, puisque j'ai fait partie de la Convention citoyenne sur le climat et je suis actuellement au comité de gouvernance de la nouvelle Convention citoyenne sur la fin de vie qui se déroule actuellement à Paris. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté d'être présents pour échanger avec nous. On va séquencer en 2 temps en fait nos échanges. On va commencer sur le premier avec une présentation en fait rapide des conventions françaises et allemandes, et puis ensuite se demander si cette vague délibérative représente un vrai changement politique et aura un vrai impact sur nos politiques climatiques. Et puis, à la fin de chaque séquence, on prendra des questions dans le chat et puis on vous donnera également la parole pour que tout le monde puisse intervenir. Alors, tout le monde, j'exagère parce que vous êtes beaucoup trop nombreux, mais voilà, qu'on puisse prendre quand même quelques questions. Alors, pour commencer, je voulais demander donc à Loïc s'il pouvait, alors en 5 minutes grand maximum, nous présenter la Convention citoyenne pour le climat en France de manière très générale. C'est surtout pour nos amis allemands qui ne la connaissent peut-être pas, comment elle s'est créée, quelle a été la question posée aux citoyens et quel a été l'impact de cette convention en France. Merci beaucoup. Oui, alors, bon, je vais être très schématique et donc très rapide pour rappeler un certain nombre d'éléments. D'abord, comment est arrivée cette convention citoyenne dans un paysage et un contexte institutionnel français qui, a priori, n'est pas véritablement favorable à la participation citoyenne. Alors, il faut, je pense, inscrire cette convention dans 2 histoires différentes. Une histoire, celle qui est propre à la France, qui est la crise des Gilets jaunes, qui a eu lieu à l'hiver, à l'automne et à l'hiver de 2018. Et qui a vu une mobilisation particulièrement forte d'une partie de la société française et une revendication très importante de démocratie directe à travers l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne à l'échelle nationale en France qui a été un des arguments principaux développés par le mouvement des Gilets jaunes. Donc une critique de la démocratie représentative à la française et une demande de participation citoyenne. En fait, ce qui s'est joué en janvier 2019, c'est la volonté du pouvoir, et en particulier du président de la République, Emmanuel Macron, de répondre à cette demande de participation citoyenne, et le choix a été fait d'y répondre par 2 outils. Le grand débat qui a mobilisé à travers des réunions, à travers une plateforme numérique, au total plus de 2 millions de citoyens français qui ont participé à un grand exercice
délibératif, mais qui n'a pas beaucoup produit d'effets. Et puis, la Convention citoyenne pour le climat. Alors, la deuxième histoire, c'est l'histoire de cette idée qu'est la Convention citoyenne, qui s'inspire beaucoup d'expériences antérieures, notamment l'expérience irlandaise, et qui avait été portée par un mouvement d'activistes qui s'appelait les Gilets citoyens, et qui a fini par être reprise par le gouvernement. Donc, en fait, la Convention citoyenne pour le climat, elle est vraiment un moment de ce que l'OCDE a appelé la vague délibérative, puisque la même année, d'autres assemblées, et notamment la Convention, l'Assemblée citoyenne allemande, ont porté sur le même objet. Donc, il ne faut pas considérer cette histoire comme une histoire particulière à la France. Mais si la France a mis en place la Convention citoyenne pour le climat, ça ne peut se comprendre qu'en fonction de la crise des Gilets jaunes. Alors, comment elle a été organisée ? Elle s'est organisée à partir de juin 2019, en dehors de tout cadre institutionnel. En fait, la gouvernance de cette convention citoyenne a consisté en un comité de gouvernance qui regroupait à la fois des spécialistes du climat, des spécialistes de la démocratie participative, dont j'étais l'un d'entre eux, et des membres du Conseil économique et social environnemental, qui est une des 3 assemblées françaises purement consultative et qui représente en quelque sorte la société civile organisée, c'est-à-dire les syndicats, les organisations de défense de l'environnement. En fait, c'est une gouvernance hybride, en quelque sorte, et hors de tout cadre législatif. La question qui a été posée à 150 citoyens, tirés au sort, était la suivante. Comment parvenir à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ? Et cette question a été assortie d'un engagement du président de la République qui a expliqué finalement l'intérêt de la société pour cette initiative. Cet engagement a été formulé de la manière suivante: je transmettrai sans filtre les propositions des citoyens au référendum ou au Parlement. Et cette notion de sans filtre a été en quelque sorte l'élément principal qui a construit en quelque sorte la crédibilité du dispositif d'un point de vue politique. Les 150 citoyens ont travaillé au total pendant 9 mois, de septembre-octobre 2019 jusqu'au printemps 2020, et ont fait 149 propositions qui ont été transmises ensuite au Parlement. Alors, un des débats de la Convention citoyenne a porté autour de: faut-il transmettre ces propositions au référendum, c'est-à-dire à l'ensemble des Français, ou au Parlement ? Et effectivement, les citoyens ont jugé qu'il était sans doute plus efficace de transmettre leurs propositions aux parlementaires pour qu'ils élaborent une proposition de loi. Alors, Loïc, je te laisse encore 1 minute pour finir. Je pourrais revenir, si vous le voulez, sur l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui s'est passé à l'issue de l'initiative, c'est qu'une proposition de loi dite climat et résilience a été votée par le Parlement à partir des propositions, mais le problème, et le problème majeur, a été que cette proposition de loi n'a repris qu'environ 10% des propositions faites par les citoyens, et en particulier a écarté toutes les propositions les plus ambitieuses pour lutter contre le changement climatique et limiter les gaz à effet de serre. Ce qui a
abouti à une conclusion à propos de cette convention citoyenne, une conclusion très ambivalente sur l'organisation, le travail des citoyens. Il me semble que le jugement dans la société française était extrêmement positif. C'est-à-dire qu'en fait, on a jugé que les citoyens avaient, dans leurs propositions, répondu à la demande et à la question qui leur était posée d'un changement de société, d'une transition pour plus de sobriété énergétique. Mais dans la reprise par le gouvernement et en particulier par le président de la République des propositions, il y a eu une immense déception, une immense frustration et finalement l'expérience par certains aspects a pu être considérée comme un échec. Voilà, je suis un peu long, mais je pense que c'était nécessaire pour décrire le cadre. C'était très clair. Merci beaucoup, Loïc. Et je vais donc poser la même question à Rabea sur la convention allemande qui est née dans des circonstances différentes de la situation française et voilà, et dont la manière dont les choses sont passées, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est très différent de l'exemple français, même si l'exercice ressemble. Je vous laisse la parole, Rabea. Dankeschön. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich werde mal versuchen, die zu teilen. J'ai préparé une petite présentation et je vais m'efforcer de la partager avec vous. Die wird gesehen, hoffe ich. Vous la voyez? Vous voyez la présentation? Oui, on la voit, tout à fait. Parfait. Merci. Ja, ich freue mich hier zu sein. Alors, je suis ravie d'être avec vous. J'ai fait mes études en France et donc je suis vraiment ravie de participer à cette réunion franco-allemande. J'ai évidemment suivi avec beaucoup d'attention la Convention citoyenne française. Nous avions une situation particulière en Allemagne, c'est qu'en 2021, nous étions devant la situation des élections surtout et à ce moment-là, le gouvernement a montré un certain intérêt pour une participation de la part des citoyens citoyennes, mais bon, sur le moment et au moment de ces élections, on n'a pas mis en place tout de suite une convention citoyenne sur le climat et puis il y a eu un nouveau gouvernement, etc. Mais il y a eu une association d'organisations civiles qui a dit mais si, il nous faut une convention citoyenne sur le climat, même si cela ne correspond pas à une mission de la part du gouvernement. Alors évidemment, on avait déjà au préalable dit et décidé qu'il était absolument indispensable de s'allier les citoyens et leur participation, de la renforcer, etc. Alors, donc l'organisation a été vraiment très fortement soutenue par un collectif citoyen. Et vous voyez le studio que nous avions organisé à ce moment-là. Donc, ici, c'était pendant la crise, évidemment, l'épidémie. Nous avions fait un genre installé un studio comme de télévision où nous invitions régulièrement des invités. Donc, on avait un grand écran aussi qui nous permettait d'avoir la mosaïque des personnes. Il y a eu évidemment, ces invités ont représenté toutes les institutions possibles et imaginables qui sont en lien avec le climat, la recherche, les universités, l'enseignement, mais aussi la politique des organisations non gouvernementales. Mais nous nous sommes vraiment efforcés de rester aussi neutres que faire se peut. Alors ici, c'est écrit en allemand. 160 personnes ont fait partie de la Convention citoyenne. Nous avons
nous sommes rencontrés 12 fois et 80 recommandations ont été faites. La question qui nous a beaucoup préoccupés, c'est un petit peu comme en France, de quelle manière l'Allemagne peut renforcer la protection du climat et voilà, quelles sont les propositions qui sont à respecter et surtout aussi en respectant les données ou des facteurs économiques également et sociaux, bien sûr environnementaux. Ici, vous voyez Horst Köhler, qui est l'ex-président allemand et qui a pris la direction, qui a patronné cette organisation. Bien sûr, on savait qu'en ayant un président allemand, ça donnerait plus de poids à l'organisation. Nous avions également un comité d'experts, tout comme en France. Donc, on avait un certain nombre de recommandations de la part des experts, mais également de la part des différentes personnes concernées. Sven peut certainement dire quelque chose là-dessus. Donc, on avait par exemple des recommandations de la part des pompiers en Allemagne. Donc, il y avait également la perspective des personnes concernées, y compris en Colombie, mais il y avait également un certain nombre de conférences scientifiques. Donc, il y avait plus de 80 recommandations. Il y avait 10 phrases programmatives, donc notamment pour dire que la plus grande priorité est l'objectif de 1,5%. Et il s'est montré également que les citoyens, en Allemagne en tout cas, sont déjà plus avancés que les hommes et femmes politiques, donc souhaitent des objectifs beaucoup plus progressifs que ce qui était mis en œuvre jusqu'ici. Et ensuite, vous voyez ici cette expertise, donc les 80 recommandations que nous avons remis aux différents candidats, étant donné que c'était encore la période avant les élections, donc on ne savait pas encore qui allait devenir chancelier. Donc finalement, c'était Olaf Scholz. Et ils ont effectivement repris ces recommandations dans les discussions suite aux élections. Donc, cela avait été repris dans le programme du gouvernement et maintenant, un certain nombre de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre. Mais on va certainement pouvoir y revenir plus tard. Merci beaucoup, Rabea. Pour aller un peu plus loin sur ces deux conventions citoyennes, je vais proposer, commençant peut-être par Sven puis Jean-Pierre, qui ont chacun participé aux conventions françaises et allemandes, de nous dire quelques mots un peu à la fois sur leur vécu en tant que citoyens participant à une convention citoyenne, et puis s'ils sont satisfaits du résultat de ce qui s'est passé suite à la Convention citoyenne. Sven, je vous laisse la parole pour commencer. Oui, avec plaisir. Oui, je peux peut-être commencer effectivement avec les résultats puisque telle était votre dernière question. Donc, d'une façon générale, je peux dire oui, donc notamment en ce qui concerne le processus dans son ensemble. Et je pense que pour tous les participants, c'était un processus très instructif parce qu'on n'a pas très souvent la possibilité de participer à ce genre d'expérience. Donc, c'était effectivement très instructif parce qu'on avait la possibilité. Il y a un micro qui est resté allumé, effectivement. Et du coup, on pouvait très bien échanger avec des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément de contact par ailleurs. Et ce qui avait été dit auparavant, notamment Rabea l'avait dit, ce qui m'a plus particulièrement plu, c'est d'avoir accès à ces différents experts, qu'on ait pu écouter leurs opinions et qu'on a été accompagné par les différents scientifiques à qui poser nos questions, notamment.
Et donc, comme Rabea l'avait dit également, des contributions de la part des différents représentants de la société, notamment l'exemple des pompiers. Ce qui était particulier, c'était le fait que ça s'était fait en ligne. C'était pas forcément facile, y compris pour les personnes les plus âgées. Mais finalement, ça s'est très bien passé. On a été accompagnés sur le plan technique et on a bien vu qu'on avait commencé de façon assez générale, que souvent les positions au début étaient davantage émotionnelles et ensuite, au fil des discussions, on est rentré toujours plus dans les détails et maintenant, avec le recul, on peut dire effectivement qu'il y a effectivement eu un certain nombre de résultats très étendus, très détaillés aussi. Et je pense que la plupart des personnes qui ont participé peuvent effectivement se dire qu'ils en sont satisfaits. Bien sûr que ça dépend également des attentes et de l'attitude dans laquelle on se trouve. Mais maintenant, sont effectivement les personnes responsables qui doivent continuer à travailler dessus. Et si c'est fait, on peut effectivement s'en féliciter parce qu'il me semble que c'est effectivement une très bonne base de travail pour donner un certain nombre de directions et même avoir un certain nombre de résultats assez détaillés en ce qui concerne certains points. Donc voilà peut-être en ce qui concerne mes premières impressions. Merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. On essaiera d'en prendre quelques-unes, mais on ne pourra pas toutes les prendre. Donc, si jamais nos intervenants, il y a certaines questions assez brèves auxquelles vous souhaitez répondre directement dans le chat, n'hésitez pas si c'est des réponses courtes et faciles, et puis on reprendra quelques questions après. Donc, Jean-Pierre, je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous maintenant avec un peu la même question, un peu nous raconter votre vécu de cette expérience de la Convention citoyenne et puis également un peu quelle est votre conclusion du résultat c'est Loïc Blondiau l'a dit, seulement 10% des propositions ont été reprises ensuite dans le projet de loi. Donc voilà un peu vos impressions et votre sentiment suite à cette expérience. Merci. Rapidement sur le ressenti personnel et pour pouvoir m'attarder un peu plus sur la finalité de cette convention. Le ressenti, c'est que c'est une expérience assez incroyable. Déjà, il faut savoir que les 150 personnes réunies ont une notion de l'environnement et de la nécessité de bien faire qui s'arrête au bout de leur jardin. Et pourtant, moi, mon métier, c'est le recyclage des matières plastiques. Donc, c'est un premier week-end où on prend une gifle assez monumentale sur les causes et les effets et l'intérêt de se pencher réellement sur le sujet. Et humainement, c'est une expérience aussi assez incroyable puisque parvenir à un consensus sur 149 mesures avec des personnalités différentes, avec des formations différentes, avec des gens qui viennent de milieux sociaux différents, c'est assez remarquable, assez incroyable et c'est vraiment une expérience que je n'oublierai pas et je suis prêt à recommencer si nécessaire. Voilà. Ensuite, sur la finalité, alors on fait un joli travail puisqu'on travaille pendant 9 mois. On se met d'accord sur 149 mesures et on va remettre ce rapport. On est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il a notre rapport, il est d'accord sur tout. Et il va un petit peu plus loin dans sa démarche, c'est-à-dire que il nous avait promis durant la Convention de remettre l'ensemble au Parlement sans filtre. Et là, il nous demande de nous associer à l'écriture d'un projet de loi. Donc, on est plutôt assez satisfait d'un point de vue immédiat. Et puis, en réalité, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même une grosse déception de notre part qui vient du fait que bon nombre de nos mesures ne sont pas reprises du tout. Et celles qui sont reprises sont fortement minorées. Effectivement, ça ne va pas assez loin. Alors, il y a la satisfaction dans le sens où c'est la première fois qu'un président de la République française s'intéresse au sujet et va écrire une loi
qui va permettre d'avancer un peu, mais la grande insatisfaction vient du fait qu'elle n'a pas un impact énorme sur notre climat et sur la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. Voilà, la satisfaction, elle se situe à ce niveau-là. Et c'est primordial puisque, au-delà du fait qu'on y a passé 9 mois, 150 personnes, qu'il a fallu sacrifier des week-ends, qu'il a fallu y passer quand même beaucoup de temps, au-delà de ce fait, on est entré, nous, on est devenus professionnels au cours de cette convention du climat, en quelque sorte, et on a un véritable engagement à vouloir bien faire et à vouloir avancer. Et le fait qu'effectivement nos mesures sont minorées, certaines sont abandonnées, ouais, c'est pour nous un échec, c'est une réalité. Ensuite, il faut bien prendre conscience que je pense que les changements viendront essentiellement de la population et que le gouvernement, en réalité, ne fait que suivre une population et c'est comme ça que s'organise cette convention, c'est-à-dire c'est un petit peu du greenwashing, mais voilà, on va essayer de satisfaire les gens et demander l'information, des informations auprès de la population en essayant d'officialiser, si vous voulez, une position du gouvernement. En réalité, le gouvernement décide au final et c'est ce qui ne fait pas avancer les choses, malheureusement. Donc, j'ai bien peur qu'il faille un peu plus de temps pour aller beaucoup plus loin et parvenir à l'atteinte des objectifs. D'une part, parce qu'on a souvent tendance à attacher environnement avec perte d'emploi et manque de rentabilité, curieusement, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a des nouveaux métiers inventés et que l'économie de marché peut parfaitement fonctionner avec l'environnement. Donc voilà, c'est un petit peu d'insatisfaction et en même temps, voilà, bon, c'est une expérience humaine formidable, des choses ont été faites, mais ouais, il faut rebondir, il faut continuer parce qu'effectivement, on va clairement dans le mur. Moi, j'ai souvent répété et j'ai été auditionné par le Sénat à un moment donné sur le fond de cette convention et je leur ai expliqué que le climat et ne rien faire, c'est un petit peu comme de fumer en réalité. C'est-à-dire qu'au quotidien, tous les jours, vous pouvez fumer, et tous les jours, vous allez vous lever et tout va bien se passer. Puis un jour, on vous dira, ben voilà, monsieur, il vous reste un mois à vivre. Ben, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que ne rien changer, ben, finalement, le jour se lève tous les matins, il pleut, il y a du soleil, des saisons passent, mais un jour, effectivement, ça devient un peu tard. La seule différence pour un gouvernement, c'est que s'ils ne prennent pas les choses en main, enfin fumer, ou du moins plutôt fumer, alors que le gouvernement, s'il ne fait rien, ben, il engage l'ensemble de la population. C'est un petit peu la véritable problématique. Voilà, c'est ce que je peux dire sur mon retour d'expérience. Merci beaucoup. Il y a une intervention en allemand, je ne sais pas ce que ça voulait dire. On avait dit qu'il fallait couper ou arrêter, certainement à cause du manque de temps. Oui, alors on va continuer. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Je suis la maîtresse du temps ici et je vais me tourner vers Romane avec une question qui est assez vaste et je vais lui demander effectivement d'y répondre de manière la plus brève possible. Mais comment vous analysez le fait qu'aujourd'hui ce soit aussi difficile de faire que nos gouvernements mettent en place des politiques ambitieuses en matière climatique. Pourquoi ce frein et est-ce que les conventions citoyennes sont la solution dans ce contexte pour accélérer la transition écologique nécessaire en Allemagne et dans le monde? Et puis, je demanderai ensuite, après vous, Romane, à Loïc son avis sur cette question en un mot. Merci beaucoup, Romane. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je reviens peut-être tout d'abord sur le titre de cette manifestation parce qu'on parle de climat et de démocratie. Et bien évidemment, la protection du climat ne peut se faire qu'avec la démocratie. Il y a deux problèmes de démocratie. Si on ne fait rien aujourd'hui, on repousse le problème à l'avenir et les générations à venir n'auront quasiment plus
de marge de manœuvre. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, si on agit de façon massive maintenant, il y aura bien évidemment des contraintes massives pour les personnes aujourd'hui et qui doivent être légitimées de façon démocratique. Parce que si on ne le décrète seulement de la part du gouvernement, il y aura beaucoup de résistance et on ne va pas le mettre en œuvre. Tout cela est possible qu'avec plus de démocratie. Donc, on a besoin d'une réglementation démocratique sur tous les niveaux, y compris en termes de démocratie directe. Et je pense qu'il n'y a pas seulement besoin de conventions citoyennes pour le climat. Il faudrait absolument être plus spécifique. Il faudrait que ce soit pour l'agriculture, pour l'électricité et ainsi de suite. Parce que sinon, chaque convention citoyenne aura une centaine de mesures et après, on pourra choisir facilement et on ne va pas pouvoir mettre tout en œuvre. Mais peut-être une convention citoyenne très concrète avec 5-6 mesures. Au début, c'était très important de le faire de façon générale, ne serait-ce que pour une sensibilisation, mais maintenant, il faut que ça devienne davantage concret. Il faut que ce soit également fait sur le plan communal, parce que qui va pouvoir le mettre en œuvre? Ce n'est pas l'État, ça doit être les citoyens, parce que ça va se jouer au niveau de chaque maison, au niveau de chaque installation. C'est aux citoyens de le faire. Et du coup, dans chaque commune, on a besoin de conventions citoyennes. En Allemagne, on a 11 000 communes, donc on a besoin de 10 000 de telles procédures. Et là, c'est important de faire en sorte que ce ne soit pas seulement les conventions citoyennes avec les citoyens, donc pas seulement la politique et les citoyens, mais il faut également impliquer l'économie, les représentants économiques. Donc, à Erlangen, par exemple, donc une ville à côté de Nuremberg, 100 000 citoyens, il y a eu un processus très intéressant et il y a eu une convention citoyenne et de l'autre côté, une convention des différentes parties prenantes, y compris de la part de l'économie. Et donc, on a continué et ensuite, il y a eu différentes boucles et par la suite, on a remis le résultat, mais du coup, le conseil communal savait que les représentants économiques sont derrière et ils ont recruté 30 personnes rien que pour la mise en œuvre de ça. Donc, ça a été une très grande réussite, tandis qu'il n'y a eu que 25 représentants des citoyens. Et deuxième chose, ce n'est pas possible sans impliquer les scientifiques, parce que sinon, pendant 90% du temps, on va parler des toutes petites mesures qui ne vont rien changer et on va négliger les grandes questions. Donc, on a toujours besoin de calculer tout de suite pour savoir ce qui rapporte le plus. Et là, on peut cibler beaucoup mieux. Donc, voilà ce qui est important. Et sur le plan fédéral, en Allemagne, il y a eu des très bonnes évolutions parce que le Bundesrat a décidé de lancer 3 conventions citoyennes. Une dès cette année, et là, il y a effectivement un appel d'offres jusqu'à la fin du mois, et ça aura effectivement valeur de symbole parce que si le Bundesrat fait cela de façon très officielle, le finance, ça aura effectivement beaucoup de répercussions et ça va servir de modèle sur le plan des Länder, des communes. Et ce qui est important également en Allemagne, sur le plan communal, on peut prendre des décisions parce qu'à ce niveau-là, ça peut être décidé directement par les citoyens et peut le légitimer. Donc, il faut effectivement les deux, les conventions citoyennes avec les citoyens et du coup, c'est effectivement très démocratique. Merci beaucoup. Loïc, à ton tour de répondre à ces questions. Je vais être très rapide, mais bon, je n'aurai peut-être pas la possibilité de parler à nouveau après, mais dire à quel point je suis ravi finalement d'avoir des échanges avec franco-allemands, parce que voilà, on fait des choses sans forcément toujours entrer en relation, et je suis très impressionné par le succès de cette table ronde, 238 personnes, c'est vraiment impressionnant, et je crois qu'on a vraiment besoin
de continuer à travailler ensemble. Et ce n'est vraiment pas un exercice rhétorique que de dire ça. Je pense que voilà, je suis ravi de découvrir Mère Démocratie et la Convention citoyenne allemande. Alors, non, l'enjeu, ça a été très bien dit par Romane, ça a été très bien dit par Jean-Pierre. La leçon de ces conventions citoyennes, de la Convention citoyenne pour le climat française, c'est que telle qu'elle fonctionne, la démocratie représentative ne pourra pas résoudre la crise climatique. C'est-à-dire que telle qu'elle fonctionne, en privilégiant toujours les intérêts de court terme et les intérêts économiques et financiers, ne sera jamais assez ambitieuse dans ses politiques pour que nous évitions le pire. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises, nous n'avons plus le temps, finalement, de pratiquer la politique de ce qu'on appelle en France les petits pas, c'est-à-dire cette forme de politique pas très ambitieuse qui essaye simplement de donner le change, c'est-à-dire de faire croire qu'on prend en compte cette crise environnementale qui n'est pas seulement climatique, mais qui est aussi la crise de la biodiversité. La deuxième leçon, c'est qu'on a montré que les citoyens non seulement étaient capables, contrairement à un préjugé qui porte sur la compétence des citoyens ordinaires, mais nous avons montré que des citoyens ordinaires étaient capables à la fois de s'approprier les enjeux de la transition écologique, mais aussi de trouver des mesures à la fois pertinentes et d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on a montré quelque part une certaine supériorité épistémique de la démocratie délibérative avec les citoyens sur la démocratie représentative. Et ça, c'est quelque chose qui était historiquement important à démontrer à l'échelle nationale. Parce que jusqu'à présent, on disait la démocratie participative, ça peut fonctionner à l'échelle locale. Mais à l'échelle nationale, sur un problème d'une complexité inouïe, avec évidemment l'aide des experts, les citoyens ont finalement été à la hauteur du défi climatique. Et puis le troisième enjeu, et puis j'en terminerai par là, parce que effectivement, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, c'est de dire qu'on ne pourra résoudre cette crise majeure pour l'humanité qu'avec les citoyens, que de manière démocratique. Je pense que la tyrannie bienveillante dont parlait Hans Jonas ou que les experts, le gouvernement des experts ne sont pas des solutions, ce sont des mythes. Jamais dans l'histoire, la minorité, les minorités au pouvoir n'ont gouverné dans l'intérêt général. Il faut impérativement associer les citoyens, non seulement pour légitimer des politiques qui vont devoir être des politiques de rupture, c'est-à-dire des politiques qui instaurent un changement structurel dans nos modes de vie, dans l'organisation de nos sociétés. Il faut y associer les citoyens, mais en l'occurrence, les oligarchies qui sont au pouvoir dans nos démocraties libérales n'ont aucun intérêt à gouverner dans le sens de l'intérêt général et n'ont aucun intérêt à abandonner les privilèges qui sont les leurs et les styles de vie qui sont les leurs. Alors j'espère que, j'ai essayé d'être très très court dans cette intervention. Je pense que l'enjeu, il est absolument considérable. On ne pourra sauver nos sociétés en sauvant, en tout cas en évitant le pire au point de vue climatique et au point de vue de la biodiversité, qu'en démocratisant nos institutions et qu'en introduisant un peu plus de démocratie. Il ne sera pas suffisant de faire des assemblées citoyennes, c'est-à-dire d'utiliser des mini-publics. Il faudra manifester dans la rue, il faudra avoir recours aux droits. Je pense qu'il faudra aussi que des mouvements écologistes gagnent les élections. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut aussi recourir aux institutions traditionnelles, mais c'est un élément qui me paraît très important. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Je vais me tourner vers Jonas et je le remercie parce que je vois qu'il est aussi en train de traduire le chat, donc il travaille beaucoup. Si peut-être, Jonas, tu peux nous relayer
en une fois, une ou deux questions du chat. On ne pourra malheureusement pas toutes les prendre, j'en suis désolée. Et puis, j'ai encore quelques questions pour nos intervenants et notamment pour Inès que nous n'avons pas encore entendue. Donc, Jonas, je te laisse nous poser une ou deux questions qui te semblent, à laquelle voilà, il te semble qu'on n'a pas du tout encore répondu. Oui, une question qui revient régulièrement concerne la qualité des résultats. On en avait déjà parlé. Donc, combien de pourcents de ces résultats avaient été repris concrètement, mais également la question de savoir dans quelle mesure, étant donné le changement climatique, où cette démocratie participative n'arrive pas toujours à réagir, n'arrive pas toujours à suivre le rythme. Donc, comment ces conventions citoyennes sont la bonne direction? Est-ce que l'énergie ne devrait pas plutôt être traitée avec les moyens de la résistance civile? Et qui devrait répondre? Alors, je ne sais pas si, Roman, vous voulez commencer ou… Ja, ich kann das ganz kurz machen. Oui, je vais être très bref. En fait, ce n'est pas comme si le potentiel d'engagement citoyen avait déjà été épuisé. Je pense qu'il faut vraiment utiliser toutes les formes démocratiques. Donc, la résistance civile, parfois, c'est la seule possibilité qui semble exister, mais de l'autre côté, il faut également des procédures consensuelles, notamment quand il s'agit de la mise en œuvre. Donc, il ne s'agit pas d'exclure l'un ou l'autre. Il faut vraiment tout utiliser, y compris des décisions de démocratie directe. Oui, et peut-être une question pour faire la suite. Si donc ces conventions citoyennes et les solutions radicales, par exemple Deep Road. Oui, bon, les conventions citoyennes, dans la plupart du temps, n'ont rien de radical. C'est vraiment. Alors, je ne sais pas comment la question avait été posée, parce qu'il peut y avoir une réponse très raisonnable, mais très souvent, ça va beaucoup plus loin que ce que la politique croit être possible pour les citoyens, ce à quoi elle s'attend. Parce que parfois, la politique a peur d'imposer un certain nombre de choses aux citoyens, mais quand on pose la question aux citoyens, ils sont prêts à aller beaucoup plus loin. C'est ça qu'il faut se dire. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous autres veut réagir sur ces questions-là? Et pour l'instant, on ne prend que les questions du chat et à la fin, on prendra les questions orales. Oui, Rabea, je vous en prie, pardon. Oui, je peux également très rapidement répondre à la question de cette complémentarité entre la résistance civile d'un côté et les conventions citoyennes d'un côté, les processus de démocratie directe. Roman l'a déjà évoqué. Donc, en Allemagne, on avait effectivement une recommandation de la part de la Convention citoyenne et ensuite, on avait effectivement le mouvement de Last Generation qui a effectivement fait une grève de la faim devant le Bundestag et c'était effectivement très extrême et une de leurs revendications était de mettre en œuvre les recommandations de la Convention citoyenne. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que cette résistance civile ou citoyenne devrait toujours se demander dans quelle mesure faire des revendications qui requièrent des majorités. Et je pense qu'effectivement, là, les conventions citoyennes peuvent servir de très bonne base pour être sûr que ce qu'on revendique est effectivement accepté par la majorité, par les citoyens. Parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes en
en France, où parfois il y a pu y avoir des manifestations et qui étaient contraires à ce qu'on souhaite pour le climat. Merci beaucoup. Peut-être juste prendre une autre question dans le chat. Dans ce que vous nous avez dit, on a l'impression quand même que la Convention citoyenne allemande a eu des résultats en termes de décisions politiques plus forts que la Convention française. Je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre à cette question, mais est-ce que l'une des raisons pourrait être la nature des propositions faites? Est-ce que, par exemple, les propositions françaises étaient beaucoup plus ambitieuses et radicales que les propositions allemandes ou pas, ou ça n'a rien à voir avec le contenu des propositions, mais plutôt peut-être à la séquence, puisque la Convention citoyenne a eu lieu juste avant des élections en Allemagne. Voilà, je ne sais pas si l'un de vous a un début de réponse à cette question. Je sentais que j'allais poser une colle. Oui, Jean-Pierre, je vous en prie. Pardon. Yeah. Jean-Pierre et ensuite Rabea. Merci. Radical, enfin, je ne sais pas ce qui a été préconisé ou décrit par la Convention allemande, donc malheureusement, je n'ai pas ces informations. C'est vrai que nos mesures et certaines, enfin, on ne peut pas dire qu'elles étaient radicales, elles étaient essentielles surtout pour remplir l'objectif. Voilà, une question précise nous avait été posée et on se devait d'y répondre, tout simplement. Donc, en réalité, si on ne souhaitait pas avoir une position claire et précise de notre part, il ne fallait pas nous poser une question précise. C'est un peu la réponse que je ferai. Ensuite, on avait également dans notre rapport des préconisations, c'est-à-dire, par exemple, sur le transport, puisque c'est quand même la première source d'émissions de gaz à effet de serre, on avait préconisé de développer le rail. Et on avait en parallèle souhaité ou précisé qu'il était nécessaire d'abandonner les vols intérieurs français à partir du moment où une solution en train existait en 2 heures. En réalité, la loi climat et résilience a repris cette proposition en expliquant que les vols intérieurs seraient supprimés à partir du moment où il existait une solution en train de 4 heures, ce qui n'est pas la même chose du tout. Mais par contre, la préconisation sur le rail, rien n'a été fait. Aucun travail n'a été mené pour essayer de développer le rail pour le transport des voyageurs, mais aussi le transport des marchandises. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et Rabea? Je n'ai hélas pas de super comparaison entre la France, enfin les recommandations françaises et allemandes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourra le dire, mais j'ai écrit dans le chat que les questions ont été posées très ouvertement en Allemagne. On a trouvé des réponses, mais aussi on a fait des recommandations. On aurait peut-être pu nous demander que faut-il faire pour atteindre les objectifs d'une réduction CO2, etc. On aurait pu le faire. Et ensuite, on aurait, par exemple, disséminé au niveau régional. Et là, je pense que les réponses auraient peut-être été aussi un tout petit peu plus précises. On a juste demandé ou posé la question de comment s'en tenir à la recommandation internationale qui était de 1,5 degré et non pas... Voilà, que faire de manière effective? Merci beaucoup. J'en conclus aussi donc ces échanges sont utiles justement pour aller plus loin dans ces comparaisons et essayer, voilà, même si les systèmes politiques sont différents, d'essayer de s'inspirer les uns des autres pour voir ce qui fonctionne et ce qui fait effet et ce qui fonctionne moins bien. Je vous propose de passer un peu à la deuxième partie sur donc s'interroger si même si on a déjà commencé à poser la question, si cette vague délibérative provoque un vrai changement politique, démocratique. En France, par exemple, suite à la Convention citoyenne pour le climat, on a vu des conventions citoyennes, quelques conventions citoyennes locales, soit au niveau des régions, soit au niveau des villes, se créer en France. On a une convention citoyenne sur la fin de vie au niveau national qui vient d'être lancée. Je crois que Jean-Pierre, vous faites partie du comité de gouvernance d'ailleurs de cette nouvelle convention. Et peut-être, Romane, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la situation en Allemagne? Vous avez déjà commencé à le dire, mais depuis cette convention sur le climat, est-ce qu'il y a eu une multiplication des conventions citoyennes au niveau local en Allemagne?
Je ne sais pas si, Romane, vous avez entendu ma question. Je ne crois pas. Je n'ai pas... Ah oui. Pardon, Ja, natürlich. Oui, bien sûr que des choses se sont faites. Il y a énormément de collectivités locales qui ont décidé de mettre en place des conventions citoyennes. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que l'on reprenne absolument le même schéma que celui qu'on a préconisé la première fois, c'est de la co-création, etc. C'est pas, tiens, on a un clou, on va prendre un marteau, on va taper dessus. Non, il y a d'autres moyens de faire. Donc, ces moyens-là vont d'ailleurs encore s'étoffer, je pense. Et d'ailleurs, ça a été mentionné plusieurs fois dans le chat. Je crois que la question, c'est toujours la même. Hein. C'est quoi ce qu'on met en œuvre après une convention citoyenne? Parce qu'il va falloir devenir concret, sinon cette vague comme ça d'enthousiasme pour ces conventions citoyennes va retomber. Il faut donc devenir plus spécifique. Il faut vraiment que les conventions citoyennes puissent résoudre des problèmes, même politiques, mais de manière précise. Voilà, on n'est pas forcément expert en tout, mais il faut qu'il y ait un accord entre la politique, les politiques et les exécutifs, bien sûr, l'administration, et puis les conventions citoyennes, ou même les citoyens et citoyennes dans leur ensemble. Mais il faut que ça soit circoncis à une problématique précise, etc., en plus petit, en plus souvent, voilà. Parce que, voilà, ça éviterait d'avoir toujours cette approche du haut vers le bas et ce manque de respect. Merci beaucoup. Peut-être un peu, on arrive presque au bout de mes questions et puis on vous donnera la parole ensuite. Inès, un peu suite à un peu tout ce qu'on s'est dit, comment vous analysez ce succès des conventions citoyennes? Pourquoi ce succès? Je sais que par exemple en France, on a eu pendant quelques années une mode des budgets participatifs. On en a vu beaucoup, on les a vus se multiplier. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il se passe un peu la même chose avec les conventions citoyennes. Donc pourquoi? Quelles sont les promesses? Pourquoi on se dit que ces outils vont changer la donne? Et puis comment vous analysez aujourd'hui leurs résultats? Merci beaucoup. Bonjour, et puis je suis ravie de vous retrouver, de nombreux visages ici. Moi, j'ai préparé quelques images. Alors, faire une évaluation est encore un petit peu difficile, je dois vous le dire, parce que on est avec nos conventions citoyennes sur le climat, on est encore à la maternelle, j'ai l'impression. Et donc, c'est un petit peu difficile de savoir encore et d'évaluer sur quoi et qui on a eu vraiment influence. Mais je peux vous montrer quand même des exemples de ce que j'ai préparé. Et je vais peut-être, et puis évidemment, parler aussi en lien avec ce qui s'est passé en Autriche. Et puis, je veux bien que vous m'arrêtiez quand je suis allée trop loin. Alors, il y a ici les assemblées du savoir sur le climat. J'imagine que vous savez ce que cela représente. Est-ce qu'on voit la présentation? Oui. Alors, ça s'appelle NOCA, donc. C'est donc une assemblée. C'est un think tank, c'est un réseau aussi européen. Nous sommes présents dans 39 pays, plus de 500 membres, etc. Et il s'agit toujours d'améliorer le processus de fonctionnement des conventions citoyennes, dès que l'on sait qu'il va y avoir une convention citoyenne. Parce qu'il s'agit en fait de mettre en commun toutes les expériences pour pouvoir améliorer systématiquement le processus. 500 membres de NOCA
dans 39 pays donc qui font partie aussi bien du monde politique que des praticiens, des enseignants, des académiciens, des activistes et autres acteurs. Et donc, on rassemble vraiment tout le matériel possible et imaginable que nous avons d'après notre expérience et les expériences qui sont faites au sujet des conventions citoyennes. Alors, il y a donc des conventions citoyennes qui ont été organisées au niveau local et au niveau national, mais vous savez, on ne le sait pas forcément toujours. Il y a eu beaucoup de conventions citoyennes sur le climat, mais aussi sur l'avenir de l'Europe. Alors, ici, vous voyez les pays qui ont participé aux conventions citoyennes nationales. Alors, et puis 109 quand même conventions citoyennes régionales. Le champion incontesté, c'est le Royaume-Uni, comme vous pouvez le voir, 36 conventions citoyennes. Mais on ne sait pas toujours. Et ça prend de l'ampleur, il y en a toujours de plus en plus. Alors, pourquoi est-ce que l'on met en place ces conventions et pourquoi est-ce que la participation dans la gestion du climat est si importante? Alors, tout d'abord parce que l'on veut créer une base, parce que l'on veut aussi que les citoyens, les citoyennes comprennent pourquoi on met en place une politique du climat. Et puis, on aimerait évidemment aussi que ça parte dans l'autre sens, c'est-à-dire que les citoyens participent évidemment aux prises de décision. Et on sait très bien qu'à chaque fois, on arrive à des goulots d'étranglement et nous, on aimerait bien se débarrasser de ces goulots d'étranglement pour pouvoir faire confiance tout simplement aux politiques, parce que la légitimité, l'acceptation de ce qu'on appelle la politique en faveur du climat augmente, mais aussi parce que le changement climatique est déjà considérablement ressenti par tous et à peu près partout, parce que l'on veut évidemment aussi enrichir la démocratie participative avec les connaissances qui sont donc rassemblées et échangées. Alors, c'est quoi les impacts, les conséquences de ces instruments qui sont mis en place? Donc, on essaye de lister ces conséquences, mais pardon, j'ai fait disparaître ce que je vous montrais. Je vais juste prendre un exemple. On veut évidemment que la politique ait des effets instrumentels. Ce n'est pas juste on parle et puis on échange, on fait des débats. Non, ça doit aussi vraiment apporter un changement. Mais de manière systémique aussi, on doit changer pour que, enfin, ou en tout cas complémenter, créer de nouvelles formes de démocratie, parce qu'on ne va pas réinventer la démocratie, elle existe, mais lui donner un petit peu de sang frais, sang neuf et un nouvel élan, ça c'est important. Et on aimerait aussi que ce ne soit pas que les citoyens et citoyennes qui enrichissent leur savoir, mais aussi le monde des politiques, justement, grâce à un échange fructueux. Et puis aussi qu'ils aient plus de courage pour pouvoir mettre en œuvre les politiques qui sont quelquefois exprimées de manière ambitieuse. On a aussi envie que les médias s'attaquent un petit peu au problème d'une autre manière. Donc, on ne dit pas que tout est au niveau politique, on essaye vraiment d'aller au-delà. J'ai nommé politique, j'ai nommé l'enrichissement aussi des connaissances, mais aussi les médias, etc., la manière dont on en parle, la manière dont on agit, etc. Alors, j'ai entendu dire que les conventions citoyennes équivalent à la vague qui a déjà été mentionnée en lien avec l'OCDE. Ce qui se cache derrière cela, vraiment, c'est que grâce aux conventions citoyennes sur le climat, on reconnaît nos responsabilités et aussi l'importance que nous avons de par la démocratie participative, justement. On a toujours aussi l'espoir que les conventions citoyennes soient vraiment le facteur déclenchant d'une vraie mise en œuvre d'une vraie politique climatique. Alors, on a entendu
on a entendu qu'il était important, on a vu qu'il était important d'apprendre, mais qu'il est aussi important d'apprendre, pas simplement d'enrichir ses connaissances, mais surtout d'apprendre à mieux travailler ensemble, à mieux faire. Mais bien sûr, cela dépend de plusieurs facteurs. Il faut qu'il y ait un mandat politique et il faut qu'il y ait une vraie une vraie question qui soit posée. Alors, ça s'est fait avec la Convention citoyenne en France, même si après, bon, tout n'a pas fonctionné comme voulu. Alors, en Autriche, ça n'a pas été vraiment un travail qui a été pris à bras-le-corps par les politiques, par le gouvernement. Alors, les recommandations, bien sûr, ont quand même été, les recommandations ont été parfois respectées et ça a vraiment enrichi la politique sur le climat, même de manière considérable. En France, on vient d'en entendre parler. À Gotland, par exemple, en Suède, ça a été une convention régionale qui a très, très bien fonctionné avec un grand respect des recommandations Maintenant, ça a fonctionné, oui, par exemple en Autriche, parce que ça a fonctionné ailleurs aussi à d'autres niveaux. Ça, c'est encore une question. Le Royaume-Uni a écouté les recommandations, a adapté son budget en fonction des recommandations justement qui ont été faites, ce qui est quand même remarquable. La Convention citoyenne sur le climat en Italie a renforcé son statut. Il y a eu des réflexions en particulier sociales. Ce qui est intéressant aussi, c'est le débat ouvert et public. Ça a au moins donné lieu à ça, on va dire, que ce soit en France, en Allemagne, bien sûr, chez nous également, en Autriche. Et j'espère que le débat continue. Et puis, ce qui a bien fonctionné en France, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, etc., ça a été la reprise par les médias. On ne peut pas s'en plaindre. D'autres pays aussi. On apprend en lisant, en s'informant par les médias. Quand c'est bien fait, c'est très instructif et c'est très intéressant parce que ça motive. Et il y a un retour qui se fait de la part de personnes qui, au départ, ne se sentaient peut-être pas concernées par ces conventions citoyennes et la participation, etc. Donc, ça réactive l'opinion, ça réactive aussi les décisions politiques parce que ça encourage les gens à devenir politiques, à faire de la politique. Et donc, ça, c'est bien. L'année dernière, il y a eu une convention citoyenne donc, en Autriche qui s'est terminée par un référendum qui a déclenché une participation assez considérable. Et ça, c'est vraiment le reflet de l'efficacité justement des conventions citoyennes quand elles sont bien faites et quand tout le monde en parle. Alors, le mandat politique, lui, n'a pas forcément repris tout ce qui avait été recommandé, mais après réflexion et de nouvelles élections, 7 ministères se sont assis autour d'une table et ont travaillé sur les recommandations pour pouvoir se les approprier et échanger à ce sujet-là. Mais cela dit, entendons-nous bien, ça n'a pas donné tout de suite une décision politique, mais ce sont les employés, les conseillers, les assistants parlementaires, directeurs, directrices de cabinet, etc., qui ont travaillé là-dessus. Et voilà, donc là aussi, ça a donné lieu aussi à la mise en place d'une instance qui est dédiée à la mise en place d'une économie circulaire, par exemple, entre autres. Voilà. Les résultats ont été présentés. Je peux vous demander en 1 ou 2 minutes de terminer. Désolée, je vois le temps tourner. 1 minute, bien. Merci. Merci. Alors, donc, une deuxième ronde de discussion a été déjà organisée. En Autriche,
il y a eu vraiment un grand enthousiasme, un grand intérêt pour le débat public. Ça a entraîné vraiment les foules. Les rapports intermédiaires qui ont été publiés ont servi un petit peu de Bible, hein, si je puis dire. Alors, je suis aussi désolée parce que mes documents sont en anglais, etc. Mais ça permet aussi toujours de décortiquer quel a été le processus qui a mené à quoi. Et il y a, alors dans cette structure, il y a différents participants. Il y a surtout des participants qui sont actifs, très actifs d'un point de vue politique et qui apportent, nous aident à disséminer l'information. Alors, il y a à peu près la même chose avec des exemples très concrets, par exemple en Écosse. Et ce que nous disons, c'est que on a vraiment atteint une efficacité certaine quand des décideurs, qu'ils soient politiques ou pas, s'impliquent dans ces débats. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Inès et encore désolée de devoir vous couper un peu. Je ne sais pas si l'un de nos intervenants veut réagir ou ajouter quelque chose à tout ce qui était dit en vraiment quelques secondes. Et sinon, je propose de reprendre quelques questions comme il nous reste 10 minutes et que je veux qu'on essaye de finir à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main les intervenants. Voilà, Sven, je vous laisse la parole pour 1 minute par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, merci beaucoup. Je vais effectivement essayer d'être bref. Je voulais effectivement rebondir également sur ce que Roman et les autres avaient déjà dit. Donc, en ce qui concerne la façon de traiter les résultats et notamment notre perception de ce phénomène et voir comment nous, en tant que participants, voyons la Convention citoyenne en tant qu'outil. Donc, si on se demande si les conventions citoyennes peuvent à elles seules solutionner le problème, certainement pas, mais il me semble que c'est effectivement un très bon instrument, bien utile pour apporter notre contribution. C'est sûr que le sujet du climat est effectivement un sujet très, très vaste. Il faut que toute la société contribue à la solution. Donc, ce sont les hommes et les femmes politiques, ce sont les entreprises qui doivent tenir compte de leurs responsabilités. Et effectivement, les conventions citoyennes peuvent apporter leur petite pièce et ensuite, il convient de prendre la responsabilité de traiter ces résultats. Il y a eu une question dans le chat également pour savoir si ça ne peut pas être quelque chose qui oblige ou qui est davantage un caractère obligatoire. Donc là, j'ai quand même mes doutes. Moi, je pense que en fait, les conventions citoyennes formulent des recommandations, comme Inès l'avait dit, et qu'ensuite, on se penche dessus et puis très clairement, on dit si oui ou non on met en œuvre et sinon, quelles sont les solutions alternatives. Et en Allemagne, c'est un peu à double tranchant parce qu'en partie, on a mis en œuvre et en partie, on a eu effectivement des réactions de la part de parlementaires ou de ministères, mais il n'y a jamais eu un papier très officiel montrant comment on avait procédé avec ces différentes mesures ou recommandations. Donc, c'est ce que j'aurais souhaité, effectivement. Et en ce qui concerne notre système actuel de démocratie représentative, ce n'est pas possible. Donc, on n'est pas encore suffisamment avancé, mais c'est sûr qu'il convient effectivement de se pencher dessus de façon concrète. Et en ce qui concerne les réussites de ces conventions citoyennes, il me semble qu'il faille absolument avoir, comme je l'avais déjà dit, la participation de la science, la communication transparente et donc expliquer comment on a obtenu ces résultats pour qu'on
puisse ensuite les utiliser, qu'on le fasse de façon très responsable. Et Roman et d'autres l'avaient déjà dit au début, donc en ce qui concerne la désobéissance civile, donc ceux qui ont la responsabilité. Si ça ne marche pas, effectivement, il faut peut-être songer à d'autres acteurs. Donc, ça peut être l'opinion publique, ça peut être les médias. Donc, il y a d'autres acteurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Et pour l'instant, certains ne le font peut-être pas encore et ont besoin de cette motivation supplémentaire. Et je pense que là, les conventions citoyennes ont un rôle à jouer. Merci beaucoup. Et Loïc, je te laisse 1 minute, pas plus. Oui, bien sûr. Oui, parce que l'expérience nous montre, c'est qu'effectivement, le problème des assemblées citoyennes ou des conventions citoyennes n'est plus un problème de design. C'est-à-dire qu'on sait faire des assemblées citoyennes, on sait que ça peut produire lorsque le mandat est clair, lorsque la question est précise et lorsqu'on lui donne des moyens aussi, parce qu'il faut quand même du temps. Il y a beaucoup de conventions citoyennes qui se font en 2-3 week-ends avec très peu d'informations. Tout ça n'est pas très sérieux. Il faut vraiment un processus robuste et qui soit réellement délibératif. Bon, ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est garantir l'influence de ce dispositif sur les autres acteurs qui composent le système politique. On a, et rappelons un petit peu le contexte, on a des gouvernements qui ont leurs propres agendas, qui gouvernent en fonction d'intérêts, d'idéologies, qui n'ont en aucun cas, et sur la question climatique, c'est tout à fait clair, qui n'ont en aucun cas, quelquefois, l'intention de suivre ce que les assemblées citoyennes indiquent comme résultat. Alors, il y a une voie qui me paraît tout à fait intéressante, qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est l'association entre l'Assemblée citoyenne en tant que dispositif délibératif et le référendum. C'est-à-dire que l'avenir, il est dans l'articulation, dans le couplage entre la démocratie délibérative et la démocratie directe. C'est le seul moyen d'éviter cette tension entre la démocratie représentative et la démocratie participative, qui en l'état actuel des choses et tel que fonctionnent ces gouvernements, n'ira jamais dans le sens de la transition écologique et de la sobriété, de la sobriété énergétique. Voilà. Bon, on est un peu frustrés, mais bon, merci en tout cas pour cette initiative et ce dispositif. Oui, je m'excuse, je sais qu'on est un peu frustrés, qu'il y a plein de questions. J'ai vu que Anne-Marie, vous avez levé la main. Si on va prendre votre question, je vous laisse allumer votre micro et être la plus brève et concise possible. On est censé finir dans 4 minutes et je suis désolée qu'on ne puisse pas échanger encore beaucoup plus longtemps sur toutes ces questions. Bonjour, je vous remercie beaucoup de prendre la question. Je vais essayer d'être rapide. En fait, la question que je me pose, est-ce que la légalisation de l'usage de ces conventions citoyennes pourrait être une avancée dans une réelle démocratie délibérative? C'est ça ma question. Et je vois que Sven a un doute sur le caractère obligatoire de ce dispositif. Et ma question a en toile de fond le fait qu'il y a quand même un recul de la confiance dans les politiques qui s'affirme dans de nombreux pays et notamment dans la France. Donc, est-ce que cette appropriation des connaissances et de la délibération par les conventions citoyennes, si elles étaient légalisées, serait un élément qui pousserait vers une recrudescence de la confiance dans nos politiques? Merci beaucoup. Je ne sais pas si Loïc, tu
veut répondre en un mot, et puis les autres, je vous laisse aussi lever, comme il y avait un petit prisme français, mais n'hésitez pas si quelqu'un d'autre veut répondre. C'est effectivement le pari. Alors, on a un embryon, peut-être que Jean-Pierre pourra en parler, d'institutionnalisation des conventions citoyennes à travers le Conseil économique et social environnemental qui aujourd'hui peut organiser des conventions citoyennes et qui en organise une en ce moment sur la fin de vie, mais ce n'est pas du tout suffisant. C'est pour ça, alors je vais pas avoir le temps de préciser, c'est pour ça qu'avec d'autres, on essaye d'introduire une assemblée citoyenne tirée au sort ou des dispositifs de tirage au sort dans les assemblées représentatives, à l'image de ce que font par exemple la communauté francophone de Bruxelles ou surtout la communauté germanophone de Belgique, où il y a une troisième assemblée tirée au sort qui ne vote pas la loi. Je ne crois pas que la légitimité de ces assemblées soit suffisante aujourd'hui dans l'état actuel des choses pour qu'elles puissent voter la loi, mais contribuent réellement au processus législatif. Pour moi, ça, c'est vraiment l'enjeu important de la période. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Inès et ensuite Romane. Ce sera presque notre conclusion, Romane, tout à l'heure. Donc Inès d'abord. Oui, merci beaucoup. Je voulais également répondre à cela parce qu'en Autriche, nous débattons également de la façon d'institutionnaliser davantage cela et nous avons effectivement cet instrument de différentes initiatives et s'il y a effectivement des référendums avec suffisamment de signatures, il faut le faire, il faut avoir une assemblée et en Autriche, on a effectivement 2 Länder qui le font, le Vorarlberg et Salzbourg. Donc, quand il y a 1000 citoyens qui, dans ces 2 pays, souhaitent avoir un tel référendum, le Land doit le mettre en œuvre et discuter avec cela. Et du coup, si 15 000 Autrichiens le veulent, il faudrait le faire. Bien sûr que c'est une question de la volonté politique, une question de moyens également. Ensuite, il convient d'avoir une majorité aux 2 tiers, mais peut-être qu'on peut réfléchir à cela. C'est sûr qu'un référendum, ce sera plus facile et c'est possible, on le montrait. Et ensuite, je souhaite surtout remercier l'organisation, tous les nombreux participants. Et s'il y a d'autres questions, vous me le faites savoir par le chat et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Romane, vous vouliez ajouter quelque chose ou tout a été dit par Inès? Inès hat genau diesen Schritt erklärt. Non. Inès a effectivement bien expliqué ce que je voulais évoquer, puisqu'à Bade-Württemberg, on a cette même combinaison et on peut le faire sur le plan des Landes. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment en faveur de décisions à caractère obligatoire de la part des conventions citoyennes, mais on a effectivement le modèle en Belgique, dans l'Est de Belgique, où il y en a 2, parce qu'il y a une convention citoyenne qui décide de la question posée et ensuite l'autre convention citoyenne débat de cela, parce que c'est vrai que parfois il y a effectivement un problème de la part des hommes politiques qui ne posent déjà pas les bonnes questions et du coup ce modèle belge me semble très très bien et sur le plan communal il faut absolument le répercuter beaucoup plus et moi aussi j'en profite pour remercier l'organisation. C'est sûr que ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai trouvé ça passionnant. Merci beaucoup. Rabea, je vous laisse aussi la parole pour 1 minute avant de conclure. Oui, je voudrais rapidement compléter. Nous avons effectivement eu notre expérience berlinoise. Donc, là aussi, il y a eu une initiative citoyenne où on a rassemblé des signatures pour obtenir une convention citoyenne et l'Assemblée l'a accordée. Et du coup, on a eu cette convention citoyenne pour le climat qui a remis un certain nombre
nombre de recommandations et le Sénat s'est penché dessus et s'est positionné. Donc, un processus très positif, mais maintenant, il convient de savoir si les différentes mesures vont être mises en œuvre. Il y a une initiative à Berlin supplémentaire, Klimaneustadt, pour effectivement rendre Berlin neutre sur le plan climatique d'ici 2030. Donc, on peut effectivement, en tant que société civile, faire un certain nombre de choses et on peut notamment le faire à travers des référendums pour faire en sorte à ce que les objectifs climatiques soient adaptés. Merci beaucoup, merci à tous. Avant de donner le mot de la fin à Anselme, juste pour vous dire au revoir en 1 minute, je voulais juste vous dire que d'abord, je vous remerciais vraiment tous les intervenants de leur temps, de leurs explications, de leurs interventions, tous les participants, ceux qui ont encore quelques minutes pour rester, qui veulent poser quelques questions dans le chat, si les intervenants ont le temps, ils peuvent répondre. Mais voilà, maintenant, je vais vous libérer. Et puis vous dire que du côté de Décider Ensemble, on continuera à parler de toutes ces questions et d'autres, et on continuera nos liens aussi franco-allemands, et notamment pendant nos rencontres européennes de la participation qui se tiennent à Rouen le 26, 27 et 28 juin prochain. Je vous mets on va vous mettre le lien dans le chat. Voilà, c'est un rendez-vous, c'est un grand rendez-vous en France. Il y a plus de 1000 personnes de tout l'écosystème de la participation qui se réunit et on a des échanges voilà, sur toutes les questions liées à la participation. Merci encore à tous et Anselme, je te donne la parole pour conclure. Oui, merci beaucoup. Alors, quel honneur de pouvoir formuler les mots de la fin, mais on a effectivement déjà dépassé, donc je vais être très, très bref. Donc, un grand merci encore une fois à tous les participants. On a été jusqu'à 250 participants et cela montre à quel point ce sujet est essentiel et montre également à quel point cela a été fructueux d'avoir cet échange et on va effectivement continuer à travailler sur ce sujet, y compris avec des partenaires internationaux. Et tout ce qui a été dit, donc le tournant climatique, c'était effectivement notre question du départ. Est-ce que c'est encore possible de façon démocratique? Et en fait, cela peut se faire que de façon démocratique, seulement avec les citoyens et les citoyennes. Et on l'a bien vu, ça a été bien démontré et je tiens à m'excuser encore que cela peut-être a été un tout petit peu difficile par moment, mais c'était vraiment parce qu'on a eu à s'adapter au tout dernier moment. Donc, une très bonne soirée à vous tous et un grand merci encore.